bienvenue à cet entretien Maud Dugrand. Nous sommes très contents de vous recevoir ici pour présenter votre livre et une réflexion autour de votre livre sur la petite République de Saillant, une expérience de démocratie participative. Vous êtes journaliste et autrice et vous avez suivi l'histoire d'un petit village qui décide un beau jour de présenter une liste aux élections municipales et qui gagne sur un programme donc participatif, délibératif et qui va essayer de faire de la politique autrement. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de rentrer dans le détail du fonctionnement de cette expérience, qui a l'intérêt aussi pour nous d'avoir été une expérience longue, de 6 ans, et de réfléchir à comment faire vivre la politique locale. Cette liste citoyenne donc, a remporté les élections en plus depuis le premier tour, dans lequel elle a été portée par un certain enthousiasme citoyen. Et ce petit village a développé un modèle de démocratie citoyenne où les décisions sont prises en concertation, donc aussi avec une nouvelle manière de voir le pouvoir. C'est ce qui nous intéresse ici d'explorer pour décentrer aussi le pouvoir des endroits où il est habituellement installé. Donc, nous allons parler aujourd'hui de cette expérience de démocratie locale. Alors, en essayant effectivement de faire un certain rapport avec ce qu'est en train de vivre le Chili en termes de processus constituant. Donc, dans un moment où on cherche un peu partout de nouveaux mécanismes de participation qui soient à la fois efficaces, délibératifs et qui permettent d'innover et donc d'inventer de nouvelles manières d'exercer le pouvoir. Donc, nous avons ici quelques éléments de présentation de cette histoire que je vais résumer très brièvement et à partir de là, nous allons aller aux questions. Donc, vous me corrigez si les éléments de contexte ne sont pas exacts. Vous avez suivi donc pendant plusieurs années l'histoire d'un petit village de 1300 habitants dans une vallée française où d'un point de vue historique, les populations ont toujours été assez brassées, donc un point de rencontre en général, pas du tout un endroit enclavé. Et du coup, l'intérêt, ce qui est aussi ici très présent, c'est que coexistent différentes générations et différents projets de vie, pas du tout une vie en société homogène. À partir de 2012, il y a l'installation d'un projet de zone commerciale dans le village ou près du village qui risque d'accentuer la désertification du centre et de pousser les commerces locaux à la faillite. À partir de là, s'organise un collectif citoyen qui, pendant 18 mois, voit lutter contre ce projet d'installation de cette zone industrielle ou commerciale et va mettre en place une intense campagne de sensibilisation auprès de la communauté. Et du coup, le projet de zone commerciale va être retiré. Mais en fait, c'est sur cette première base d'organisation qu'un travail collectif va être mis en place pour pouvoir changer la manière de vivre en communauté. Et c'est à partir de là donc, que naît une idée de liste à présenter aux élections municipales de 2014, sans appartenance partisane. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse particulièrement dans le cas du Chili, où on a eu l'émergence d'un mouvement indépendant très très fort. Et donc, il n'y a pas de programme, puisque celui-ci doit être mis en place par les habitants ou par les gens qui vont participer. Il y a simplement une charte des valeurs qui est établie et qui va guider ce processus. Donc, la liste est élue au premier tour des élections municipales de 2014 avec 56,8% des voix et 80% de participation. La participation est aussi un élément très, très important dans tous ces processus. Donc, c'est pour ça que je voulais souligner aussi l'importance du processus de participation, puisqu'ici au Chili, en ce moment, nous sommes plutôt dans des taux de participation assez bas, autour de 50% dans le meilleur des cas. Alors, en termes d'organisation générale, on y reviendra un peu. 250 habitants au début vont s'inscrire dans cette commission participative. Donc, ils sont pilotés par un binôme de conseillers. Donc là aussi, on invente un système de direction bicéphale. Et chaque commission crée des groupes d'action locales prioritaires, donc sur des sujets d'importance prioritaire pour la population. Donc les propositions sont discutées avec ce comité de pilotage. Et il y a aussi un groupe de 13 citoyens qui est chargé d'assurer que la charte soit respectée, donc cette charte des valeurs. Il ne décide pas des contenus, mais il s'assure que les valeurs sont respectées. Et finalement, l'initiative citoyenne n'est pas reconduite lors des élections municipales suivantes en 2020. Donc voici le contexte pour notre public chilien ou pour le public français qui nous écoute. Donc merci beaucoup Maud Dugrand pour nous transmettre cette expérience aujourd'hui. Merci à vous de m'inviter. Donc première question d'orientation, comment les participants conceptualisent-ils ou traduisent-ils en mots leur expérience de démocratie participative? Donc vous signalez dans le livre
que le mouvement s'inspire des méthodes de l'éducation populaire, qui est ici aussi très importante en Amérique latine, et de la collégialité, c'est-à-dire l'administration partagée des thèmes entre 2 ou 3 personnes au lieu d'une. Et vous signalez aussi que le conseil municipal, d'une certaine manière, fonctionne comme chambre d'enregistrement plus qu'espace de décision. Donc, j'aimerais que vous nous racontiez un peu plus en détail comment les participants conceptualisent ou traduisent-ils en mots leur expérience de démocratie participative. Mmh. Alors peut-être qu'on va dire comment ils traduisaient, parce que ce que vous avez souligné à la fin de l'introduction, c'est que cette expérience n'a pas été reconduite en 2020, que les élections, à 18 voix près, la liste participative a perdu. Voilà. Mais peut-être nous en reparlerons tout à l'heure. Saillant a essaimé en France, puisqu'une soixantaine de communes se disent participatives. Donc on en reparlera tout à l'heure. Mais du coup, j'ai du mal à en parler au présent parce que voilà, cette histoire là, pour l'instant, est en pause, on va dire. Alors, sur la traduction en mots, j'avoue que je ne comprends pas très bien la question de traduire en mots. Je peux rentrer avec vous dans l'organisation et ce qu'ils ont proposé par rapport notamment aux outils d'éducation populaire. Ça, je peux peut-être commencer par ça. Ce Très qui est bien. intéressant de savoir, dans le collectif qui s'est constitué, donc suite, comme vous le disiez, à ce projet d'un supermarché. Voilà, l'instauration d'un supermarché à l'extérieur d'un petit bourg, dans une vallée où beaucoup de villages ont été désertés parce que la tendance du supermarché à l'extérieur de la ville ou du village est une tendance massive en France. Et depuis 30 ans, les centres des villes et des villages peuvent se désertifier. Et là, dans cette vallée, dans ce village-là, il y a beaucoup de commerces et donc les habitants tout de suite ont réagi au quart de tour en disant ça, ce n'est pas possible. Ils ont compris avant les politiques à ce moment-là que c'était plus possible en fait, que c'était un modèle dépassé. Donc c'est vraiment ce qui a créé, on va dire, ce mouvement citoyen, mais qui a été un mouvement donc de lutte contre ce supermarché, mais qui a été aussi du coup un mouvement de politique, de faire ensemble d'éducation populaire, parce que du coup, c'est de la mise en pratique ensemble d'une lutte commune et de modes d'action. Donc, se sont retrouvés dans ce collectif des gens de tous les âges. Ça, c'est très intéressant, des nouveaux habitants, des anciens, des natifs, etc. Et lorsque effectivement le supermarché a renoncé, parce que c'est ce qui s'est passé, un grand groupe de distribution, ils ont pris peur. Euh, donc les citoyens ont gagné cette bataille, et là ils se sont dit c'est pas possible, on peut pas en rester là. Ce qu'on a vécu est quand même extraordinaire. On a appris beaucoup des uns des autres, et c'était un an avant les élections municipales de 2014. Et dans le groupe, il se trouve qu'il y avait des acteurs de l'éducation populaire. Un qui était directeur d'un centre social, un autre qui avait participé à des chantiers de jeunesse. Et donc, ils avaient des outils d'animation. Et donc, ils se sont dit, et si on se servait de ces outils-là pour l'appliquer à une politique locale? Et donc, effectivement, ils ont organisé d'abord des réunions publiques en demandant à la population de venir à des réunions en vue des élections et en présentant tout de suite le projet en disant nous n'avons pas de candidat, nous n'avons pas de projet politique, on voudrait le construire avec vous. Donc ça, c'est quelque chose qui a extrêmement marqué les habitants du village de l'époque, qui beaucoup ont dit pour la première fois, j'ai pu prendre la parole dans le cadre d'une réunion publique. On s'est retrouvés à 10 par table. Nous avons pu tous donner notre avis et réfléchir ensemble à ce que nous souhaitions comme projet pour notre commune dans les 6 ans à venir. Et voilà, ça paraît peut-être pas comme ça, mais en fait, c'était fondamental. Ça a été un vrai changement pour ceux qui l'ont vécu et que ça a profondément transformé. Donc ça, c'était la première chose, la première expérimentation de participation avant même les élections, c'est-à-dire pendant la campagne. Et qui a du coup créé un mouvement, créé une envie, créé un désir. Des gens se sont révélés dans ces réunions, des gens qui n'avaient jamais parlé en public, des gens qu'on considérait comme n'étant pas les intellos du village, loin de là. Et ensuite, eh bien, ils ont gagné les élections. Donc, effectivement, il y a eu un mouvement dès le premier tour.
Et ce qui a été bâti pendant ces 3 réunions publiques préalables, c'était 3 piliers. Ce que les gens ont dit, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est de la transparence dans les décisions. On n'est pas assez au courant de ce qui se passe dans notre commune. Les décisions sont prises trop loin de nous et surtout, on ne nous demande pas notre avis. Et là, c'était référence au projet de supermarché qui avait été porté par l'ancien maire. Ensuite, nous voulons plus participer. Donc là, bah oui, on a pris le goût, là. On a pris le goût. Il y a des outils qui permettent à chacun de s'exprimer dans des réunions. Ça peut permettre à certains d'apprendre à se taire parce qu'ils parlent trop, à d'autres à oser prendre la parole parce que le cadre est posé, il est civil, il est civilisé, voilà, il est arbitré. Donc, de la participation, oui, on en veut, et de la collégialité. Alors ça a été un point extrêmement important, effectivement. C'est que à un moment, à la 3e réunion, quand il a fallu dire bon, alors qui veut y aller, qui veut se présenter à ces élections, parce que c'est bien joli de délirer ou de rêver, mais maintenant il va falloir y aller. Il y a simplement une liste, une feuille qui est passée, et les gens se sont inscrits et en disant bah ok, moi je veux bien essayer d'y aller, mais à condition que je n'y aille pas tout seul. Et ça, c'est vraiment revenu régulièrement. On est tous novices, on n'a jamais fait de politique locale en action. On ne veut pas y aller tout seul. Donc la collégialité a été réfléchie dès le départ. Et ça, je trouve que ça reste effectivement un modèle vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été élus, ils ont vraiment mis en place une nouvelle gouvernance. Et là, ils ont décidé que le maire et la première adjointe travaillaient ensemble et qu'ensuite, chaque conseiller municipal était au moins 2 ou 3 personnes ensemble. Et ça, c'était pour à la fois lutter contre l'accaparement du pouvoir, aussi pour lutter contre le désengagement des élus, parce que dans la pratique, au bout de 6 ans de mandat, eh bien certains abandonnaient parce que concrètement, bah, c'était le maire et ses premiers adjoints qui décident quand même de l'organisation et qui prennent davantage le pouvoir, les autres se sentant un petit peu abandonnés au fil de l'eau. Et voilà. Et le 3e point, bah, c'est aussi de s'aider, de pas être tout seul, mais aussi parce qu'à plusieurs, on est plus intelligent. Donc voilà, là, c'était vraiment les 3 piliers, collégialité, transparence, participation. Et une des choses qu'ils ont mis en place dans cette notion aussi de collégialité qui me semble importante, c'était aussi le partage des indemnités. Jusqu'à présent, c'était le maire et les premiers adjoints qui se partageaient le gâteau, si je puis dire. Et là, eh bien non, ils n'ont pas calculé comme ça. Le maire a eu un petit peu plus. Le maire a été désigné par les autres pour être le maire. C'est pas lui qui avait dit moi je veux être maire. Il a été désigné à l'issue du processus de la campagne parce qu'il a été désigné pour ses talents de médiateur. Ce sont les gens du groupe qui se sont dit c'est Vincent qu'il nous faut parce qu'on va avoir à se coltiner à nos différences, à nos tensions, à nos oppositions, et il nous faut quelqu'un qui nous aide à dépasser les conflits. Donc lui a été désigné pour ça, et il se trouve qu'il était gardien dans un centre pour handicapés, et que pour pouvoir travailler, il fallait qu'il se dégage du temps. Donc Vincent a eu plus que les autres pour ces raisons-là, concrètes, parce qu'il se dégageait du temps de son temps de travail. Et ensuite, tout le monde a été logé à la même enseigne au niveau des indemnités. Donc ça aussi, pardon, c'était pour aussi se prévaloir de l'engagement de chacun. D'accord. J'aimerais revenir sur un point que vous avez signalé qui me semble très, très intéressant. Vous signalez qu'il y a cette liste qui a circulé lors d'une des réunions et que finalement les gens se sont inscrits, mais si d'autres s'inscrivaient, c'est-à-dire s'ils se sentaient accompagnés. Donc en fait, les têtes de liste ou les gens qui sont présentés sur la liste ne sont pas spontanés, mais en fait un peu nommés par les autres, non? Et vous avez aussi mentionné l'idée d'éviter l'accaparement au fil du processus. Alors comme ça, c'est souvent un problème dans la participation, c'est-à-dire que les gens se proposent, parce que vous le disiez dans le cas de Vincent, bah, il y a peu de temps, les gens sont très occupés. Comment ça s'est passé concrètement ce jour-là, entre le jour où les gens ont inscrit leur nom en disant bon, bah, ce serait bien qu'il y en ait d'autres aussi, et puis finalement le moment où vous signalez où c'est Vincent qui est nommé par les autres. Si vous pouviez détailler un petit peu plus ce processus, comment les gens ont fini par se convaincre que leur participation valait la peine avec celle des autres.
Ben, je crois que moi, j'étais pas là ce jour-là précisément de l'inscription des noms, mais j'avais des, j'avais des petites oreilles. En fait, la liste s'est remplie assez rapidement ce soir-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il a fallu décider, mais parce que c'était la troisième grosse réunion publique et qu'il y avait eu par ailleurs beaucoup de réunions plus informelles. Et donc ce jour-là, à un moment, ok, j'y vais. Sabine Girard, qui était l'adjointe à l'environnement, les premières réunions publiques, quand elle est arrivée là-bas, elle a dit mais ils sont complètement fous ces gens de, enfin, ceux qui avaient commencé à parler de justement éducation populaire, outils, etc. Mais ils sont fous, mais pas de projet, pas de candidat, pas de leader, ils vont jamais y arriver. Et en fait, elle-même s'est laissée prendre au jeu entre guillemets sérieux, jeu très sérieux, parce qu'en fait, ça a profondément résonné avec des choses qui étaient de l'ordre de ses convictions profondes, en tout cas de ce qu'elle rêvait. Et donc, pour elle, à la troisième réunion, elle a dit j'y vais. Dans ces conditions-là, j'y vais. Alors qu'il n'en était absolument pas question 3 mois avant pour elle. Voilà. Et ensuite, eh bien, ce que je sais, c'est que les gens qui se sont inscrits sur cette liste-là, à un moment, bah, ils ont fait des réunions en petits groupes pour se dire bon bah alors ok, on y va, ok, bon. Et puis il y a eu une réunion où celui qui sera désigné maire n'était pas là. Donc ça c'est la petite anecdote, mais c'est vrai qu'il a été désigné par les autres, il n'était pas là. Donc il l'a appris par mail le lendemain. Bon ben Vincent, c'est toi. Est-ce que tu es d'accord? Ils lui ont proposé. Voilà ce que je peux vous D'accord, dire de ça. parfait. Non, parce que justement, le mécanisme d'apparition de nouvelles candidatures ou de personnes qui peuvent prendre en charge les tâches à réaliser, effectivement, c'est toujours un problème dans les dispositifs de participation. D'ailleurs, bon, on a déjà un petit peu parlé de ça, mais je voudrais approfondir sur la question des éléments les plus importants au sein des dispositifs de participation. Donc, vous avez énoncé les grands principes de l'éducation populaire, de la collégialité, de la transparence, mais vous avez aussi commencé avec cette idée de la question de la prise de parole, non, des gens qui ne prennent jamais la parole ou les gens qui monopolisent la parole. Et dans le livre, en général, vous insistez beaucoup sur cette question de la prise de parole, porter la parole publique, comme vous dites, la réflexion et la délibération collective. Alors, enfin, c'est ma sensation, du moins, en lisant le livre, que ce sont 3 éléments centraux sur lesquels vous mettez l'accent. Alors, pourquoi est-ce que pour vous, c'est absolument important? Enfin, on sait que la réflexion et la délibération permettent de faire changer les positions, mais pourquoi on part de la question de la prise de parole? Euh, Effectivement, moi, ce qui m'a paru, ce qui me paraît toujours le plus important dans ces processus de participation, heu, c'est le processus en lui-même. C'est-à-dire qu'on va avoir au départ une envie, un désir, on va avoir des outils, on va avoir une méthode, mais ensuite, il va se passer quelque chose et et on va pas toujours et évidemment, on ne va pas prévoir ce qui va se passer. On a un cadre, on a une méthode, on a des intellos qui pensent, on a voilà. Mais à un moment, les gens vont se réunir dans ce cadre-là et là, il va se passer des choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance et là, pour moi, c'est le facteur de créativité, c'est aussi le facteur, hem, de transformation profonde des individus qui peut commencer. Ça va peut-être pas se faire en une fois, mais si les gens reviennent, ça va se faire en 2 fois, ça va se faire en 3 fois et ça va se faire et là, quelque chose va se passer et évidemment, ça a à voir avec la question de la prise de parole, donc de l'individu dans le groupe. Ça a à voir avec, ce va-et-vient entre, mon individualité et ma capacité à m'inscrire, dans un groupe. Et du coup, pour moi, ça a à voir aussi avec la question de la dignité. Parce que voilà, la parole, c'est un marqueur social, c'est un marqueur de genre, c'est un marqueur fondamental en fait de moi et les autres. Donc notre parole, notre voix, c'est le médiateur, c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en relation, quoi. Et, et, euh, et donc, voilà, l'idée dans ces processus-là, c'est d'essayer de la permettre, cette parole, et de permettre qu'elle émerge. Et donc, effectivement, le cadre va être intéressant, mais il ne faut pas non plus, et ça, on va sûrement pouvoir le détailler, que ce cadre réduise
ou fassent le contraire de ce qu'ils souhaitent faire, c'est-à-dire par une sorte d'injonction à la prise de parole, parce que d'un coup, voilà, parce que c'est de la participation, si tu n'es pas content, il faut que tu viennes l'exprimer. Voilà, sachant que donc la prise de parole est extrêmement compliquée dans un groupe humain, dans un petit village comme celui de Saillant. Élaborer une pensée et ensuite aller la porter devant un collectif, des gens avec qui je vis tous les jours, que je croise tous les jours dans mon quartier, ça peut être extrêmement risqué, extrêmement subversif, extrêmement dangereux même pour l'équilibre de la vie sociale. Donc voilà, c'est un moment, qu'est-ce qui va se passer dans ce processus-là? Mais bon, moi, c'est ce qui me semble être le plus passionnant, c'est que ceux qui vont élaborer les mécanismes doivent à un moment lâcher prise et dire, il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là et on va observer ce qui va se passer et on doit être extrêmement attentif à tout ce qui se passe là. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. Alors, vous avez 2 fois parlé des intellos lors du processus et la dernière fois des intellos qui pensent. Alors, justement, ça c'est une question très très intéressante que j'aimerais approfondir dans le sens où nous sommes aussi dans un moment non seulement de crise de la démocratie représentative, mais aussi de critique en général des experts. Alors, je ne sais pas, j'aimerais voir un peu ce qu'il y a derrière ce mot d'intello. Qui étaient dans le village ces intellos? Quels sont leurs liens à la présentation des mécanismes ou des stratégies de participation? Et comment ça s'est fait? Parce que vous avez dit au départ qu'il y a cette question des inégalités de la prise de parole, qui est un marqueur de différentes inégalités en général. Donc, qui sont ces intellos? Quel est leur rôle? Et qu'ont-ils dû faire ou ne pas faire justement pour céder la parole ou pour que le processus soit pris en charge par les gens qui ne sont pas des intellos? Mmh. Alors oui, alors quand je dis ça, effectivement, oui, alors la question des experts, oui. Alors, c'est sûr que dans le mécanisme de départ de Saillant, parmi ceux qui ont pensé, en tout cas qui ont eu envie de mettre à disposition les outils, heu certains, ont pu être critiqués, heu, par peut-être une façon, de présenter les choses ou en ayant peut-être déjà des pensées politiques, mais sans les avoir dites, voyez? Voilà. Donc ça, je vous en parle a posteriori parce que c'était pas forcément clair. Ce que je peux dire, c'est que ce dont je suis persuadée, c'est qu'il y avait une profonde honnêteté, de tous les acteurs qui ont essayé de faire ensemble. Donc bien sûr, ils n'avaient pas tous les mêmes outils, mais il y avait une profonde honnêteté et un profond engagement sincère, et des motivations sincères. Tout ça pour dire que je n'ai jamais trouvé de volonté de manipulation, notamment de certains dits plus experts que d'autres. Pour autant, effectivement, on n'a pas échappé à des clivages dans le village et on n'a pas échappé à des tensions entre, en tout cas, ce que cette expérimentation a provoqué et a provoqué aussi des frottements et des frustrations et des colères, des gens qui se sont sentis exclus du processus. Voilà. Hem Pour autant, dans le groupe et que moi, ce que j'ai trouvé aussi extrêmement passionnant, c'est qu'on avait vraiment une diversité de parcours et quand même, personne n'a démissionné en 6 ans. Vous aviez effectivement des gens qui ont pu travailler entre un natif du village, ancien agent ou ancien maçon, chasseur par exemple, avec ses amis d'enfance, qui a pu travailler avec un homme qui était de l'âge de son fils, écolo, homosexuel, voilà. Ces 2-là, au départ, n'auraient jamais dû se croiser, voilà, à part dans la rue et se dire bonjour de loin. Ces 2-là ont travaillé pendant 6 ans ensemble. Je pense particulièrement à ces 2-là parce que à la fin, même quand ils avaient perdu, il y a eu vraiment une reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire que les 2 ont été transformés au contact de l'un et de l'autre. Voilà, donc ça a marché, quoi. Ça a fonctionné. Et aussi, je pense à une des adjointes qui a un parcours universitaire, qui venait avec
justement toutes ses qualités et qui a pu travailler fortement sur la question de la gouvernance, qui était quelqu'un de extrêmement solide sur ces questions-là. Elle m'a dit dès le départ, moi, je ne peux pas faire si je ne suis pas avec telle personne qui est un natif du village et à chaque proposition ou à chaque idée que j'ai, c'est-à-dire des milliers à la seconde, j'ai besoin de lui soumettre à lui pour savoir si je ne suis pas à côté de mes pompes, quoi. À côté voilà, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est vraiment ces binômes-là qui a fait que ça a fonctionné et qu'ils ont pu arriver malgré tout à travailler ensemble sans qu'il y en ait un qui s'en aille du groupe, quoi. Très bien. Et bon, là, on a plutôt parlé donc des gens qui ont fait partie du mouvement, mais vous parlez aussi dans le livre des gens qui n'en font pas partie, des réfractaires et des opposants. Alors, quels sont les mécanismes ou les stratégies spécifiques qui ont été mises en place pour conquérir ces personnes? Parce que vous signalez dans le livre, et ça c'est aussi un élément très intéressant de sociabilité, qu'ils ont plus tendance à s'exprimer dans le bar du village que dans les réunions publiques. Donc, d'abord, des stratégies ont-elles été mises en place pour conquérir les gens qui n'étaient pas particulièrement intéressés, voire contre, et comment, quel est le résultat en général? Ce qu'il faut dire au départ, c'était que cette équipe a remporté les élections dès le premier tour et qui avait quand même une forte envie au départ de se séparer de l'ancien maire. Donc, ce qui a fait quand même l'union d'une partie de la population, bien avant la notion de la participation, de la collégialité et de la transparence, c'était d'abord, on ne veut plus de ce maire qui n'a pas entendu pendant 1 an et demi quand même, on lui a expliqué largement qu'il ne fallait pas ce supermarché. Donc, les gens se sont reconnus là-dessus. Ensuite, au fur et à mesure effectivement du processus, des gens qui étaient plutôt en soutien de cette équipe, cette nouvelle équipe, se sont éloignés. Alors, il y a plusieurs raisons. Beaucoup, au bout d'un moment, ont parlé de bureaucratie participative. Ils ont trouvé que le dispositif était trop compliqué, qu'il y avait trop de réunions, que c'était trop exigeant, que ça demandait du temps. Alors là, ça pose vraiment la question du temps de la citoyenneté. C'est bien joli tous ces processus de participation, mais quand vous êtes dans une société où vous devez travailler, élever vos enfants, payer votre crédit, aller le soir en mairie pour des réunions qui vont durer 2 heures, qui vont prendre du temps, parce que la participation, ça demande du temps, de la réflexion. Eh bien, ça exclut. C'est pas si simple. Donc, il y a des gens qui, dès le départ, se sont dit non, mais moi, j'y arriverai jamais, je peux pas suivre ça. D'autres qui ont trouvé que oui, effectivement, les experts, entre guillemets, ceux qui avaient un peu plus de billes et comment dire, un peu plus de facilité à s'exprimer, prenaient un peu trop la parole et qu'ils n'y comprenaient rien, quoi. Ces réunions. Ensuite, on leur a reproché aussi pour certains, non, mais on va pas faire 15 réunions pour la couleur des pots de fleurs devant la mairie. C'est pas des questions assez importantes. Vous voyez, donc voilà, au fil de l'eau, comme ça, certains se sont un petit peu éloignés. Si je me souviens aussi d'une des raisons pour lesquelles, dès le départ, il y en a qui se sont braqués, une des premières décisions a été d'éteindre l'éclairage public la nuit pour faire des économies dans le village. Il y a des gens qui n'ont absolument pas compris qu'on s'attaque tout de suite à ce dossier-là, qui était pour eux, d'un point de vue politique, bien trop marqué déjà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'éteindre la lumière la nuit? Mais bon, en même temps, il y a eu des réunions, il y a des images de ces moments-là qui sont très intéressantes, où certains ne comprennent pas. C'est quoi cette histoire d'éclairage public? Mais moi, je m'en fous moi, je veux pouvoir à 5 heures du matin ouvrir ma voiture et vous voyez, donc, voilà, ça a été, malgré les propositions, il y a des gens qui sont allés à une réunion qui ne se sont plus jamais retournés parce que l'éclairage public, pour eux, c'était une histoire d'écolo, écolo bobo, comme on dit en France. Je ne sais plus votre question, où est-ce qu'on en était? Il y a eu des mécanismes concrets pour ou récupérer ces gens-là, ou en inviter d'autres une fois la mairie gagnée. Alors, bon, est-ce qu'on parle un petit peu de l'organisation, de la façon dont l'équipe a mis en place des commissions, des choses comme ça? Oui, allez-y. Oui, oui.
Ce qui était important, donc pendant la campagne, pas de programme, pas de candidat. Mais néanmoins, on travaille ensemble par petites tables de 10 et on élabore des priorités. Ces priorités-là sont devenues le programme. Et lorsque les élections ont été gagnées, l'équipe a dit: «Bon, bah, là, il faut qu'on ouvre grand les portes de la mairie». Et ça a été un événement fondateur aussi pour les gens du village. La mairie a été ouverte, 250 personnes un dimanche s'y sont présentées sur 1300 habitants tout de même, et les gens avaient la possibilité d'aller s'inscrire dans les 7 commissions qui étaient en fait les 7 points forts de la campagne, enfin du programme, hein, des questions environnement, énergie, mobilité, loisirs. Les gens s'inscrivent et ensuite, lorsque vous étiez inscrit dans une commission, on vous proposait d'aller dans des réunions prioritaires. Donc là, par exemple, en 2014, il fallait tout de suite prendre une décision sur le rythme scolaire parce que les rythmes scolaires devaient être réformés 3 mois après. Eh bien, les gens qui s'étaient inscrits dans la commission école se sont retrouvés à se réunir pour tout de suite dire, alors qu'est-ce qu'on fait dans le village à partir du mois de septembre, les enfants l'après-midi, qu'est-ce qu'on va en faire, quelle activité on va leur proposer. Et là, ils ont mis en place le nombre de réunions qu'il fallait pour se mettre d'accord. Voilà. Donc ça a tout de suite mis les gens en mouvement et les gens se sont inscrits vraiment dans les commissions, dans les réunions, donc ce qu'ils appelaient les groupes action projet, et ça a mis en mouvement. Et ça n'a pas cessé pendant 6 ans. Et une façon intéressante qui a été aussi de faire venir les gens, c'est que certaines personnes se sont rendues compte qu'elles avaient plus de talent. Il fallait des animateurs. Les élus ne pouvaient pas à la fois transformer la gouvernance et proposer cette expérimentation qui était un projet d'une ambition folle et en même temps animer toutes les réunions. Donc, du coup, des citoyens qui le souhaitaient ont été formés pour être eux-mêmes des animateurs de ces groupes Action Projet. Et là, c'était très intéressant aussi parce que je me souviens d'une personne qui me disait, ben moi, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait, c'était l'intelligence collective. C'était qu'à plusieurs, on était plus intelligent. Et moi, je me suis rendu compte que je savais faire ça, faire parler les gens. C'était une femme, comme par hasard, et qui d'un coup se découvrait que, ah bah tiens, elle se sentait plus en sécurité pour parler dans ces espaces-là. Donc, elle a eu envie d'être l'animatrice, pour être celle qui allait veiller au partage de la parole entre les grandes gueules habituelles et ceux qui ne prenaient pas la parole habituellement. Donc ça aussi, c'était un endroit où elle s'est sentie trouver sa place et un investissement possible dans ce processus. D'accord. Et j'aimerais approfondir maintenant sur cette idée de la démocratie du faire, sur laquelle vous insistez beaucoup dans le livre, mais une démocratie du faire qui soit aussi solidaire et ben, l'un des grands défis de notre époque, dans le respect de la diversité. Et en fait, donc il y a cette idée de respecter les autres dans leurs différences et dans leurs besoins, mais aussi, comme vous l'aviez dit, éviter d'une certaine manière le biais de l'intellectualisme. Alors, comment est-ce que ça s'est passé ou comment s'est installée cette démocratie du faire? Alors, vous nous avez expliqué ces commissions qui peuvent effectivement avoir un intérêt pour les gens, c'est-à-dire la question des rythmes scolaires. Effectivement, ça devait intéresser a priori tous les parents d'élèves. Mais toutes ces commissions, les 7 commissions, d'ailleurs c'est amusant parce qu'ici on a aussi 7 commissions au sein de la Convention, est-ce que ces 7 commissions ont toutes eu le même succès? Ont-elles parlé autant aux gens? Y en a-t-il eu qui ont été plus conflictuelles que d'autres? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu dans le faire, en fait, comment ça s'est passé, si tous les sujets convoquaient autant les gens ou pas? Ouais. Non, bien sûr, elles n'avaient pas toutes le même succès, d'autant plus que il y avait, alors si, il y avait enfin, en tout cas, il y avait, il y avait à l'usage, il y a eu observation d'un essoufflement. Si les gens pouvaient être intéressés par les différents groupes de travail, avec les années, heu, comme ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, les élus et puis on va dire les citoyens vraiment intéressés se sont inquiétés de perdre un peu au fil de l'eau des citoyens qui s'essoufflaient. Pas forcément parce que ça les intéressait moins, mais parce que du coup, ça leur demandait beaucoup de temps.
et que parfois ils trouvaient que le processus était un petit peu trop long. Donc, a été décidé au bout de 4 ans, et ça je pense que c'est un point important, le village a été dans l'obligation de réformer son plan local d'urbanisme, le PLU, qui n'était plus, aux normes qu'il fallait réactualiser. Et là, l'équipe, s'est dit: «Bah, là, c'est vraiment l'occasion, encore une fois, d'expérimenter la participation sur un sujet aussi fondamental, mais aussi qui peut être aussi très excluant», hein, parce que, les PLU, ce sont des dossiers extrêmement techniques et qui peuvent vraiment être rébarbatives, sauf si vous avez un intérêt particulier parce que vous arrivez avec votre dossier sous le bras et que vous avez besoin d'avoir, votre maire qui vous donne un accord pour votre permis de construire, par exemple. Et là, du coup, l'équipe a eu l'idée de mettre en place le tirage au sort. Et donc, d'expérimenter cette histoire du tirage au sort. Et donc, 12 citoyens ont été tirés au sort, et ils ont mis en place donc une commission qui a travaillé pendant 2 ans, à la fois avec des élus, et des citoyens, et évidemment, avec des experts. Et là, ils ont fait preuve, grâce à l'aide d'associations, d'une grande créativité parce que l'idée était: comment faire pour donner envie aux gens de comprendre que le PLU, c'est fondamental puisque c'est dans les 10 à 15 ans à venir, c'est le paysage de notre village, c'est les grandes décisions sur le territoire, et en même temps, ne pas les faire fuir avec un texte extrêmement, parfois complexe. Et là, ils ont été, moi je trouve, là aussi, audacieux. Ils ont fait appel à une association et ils ont mis en place, des ateliers, des lectures de PLU le soir à la mairie, en collectif, des arpentages, des promenades dans le paysage pour comprendre concrètement le territoire, une carte installée devant l'église pendant des mois et des mois, tous les dimanches, commentée par les experts, expliquant, voilà, les enjeux du PLU, pourquoi est-ce qu'il faut le réformer, et cetera. Donc tout ce travail-là, a été fait pendant 2 ans, et du coup, le travail de ceux qui ont été tirés au sort a été absolument considérable, et ensuite, c'est eux qui ont été décisionnaires dans la signature finale du PLU. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'important, de concret, et qui a permis, effectivement, par le tirage au sort, de faire venir des gens, qui n'y seraient jamais allés auparavant et qui ont dit, pour beaucoup: «Le fait d'être tiré au sort, m'a d'abord flattée, je me suis sentie, élue, voilà, heu et heu et passé la crainte de ne pas savoir et de ne pas y arriver, et bien, je me suis passionnée par les débats». Et voilà, on n'était pas d'accord les uns les autres. Il y a eu des moments «tragiques», hein, entre guillemets, hein, mais vraiment de confrontation. Mais voilà, là encore, je reviens à mon idée de départ. Le processus a été extrêmement transformateur pour ceux qui l'ont vécu. Et là, quand on parle de temps long par rapport à ce que vous vivez, vous, au Chili, je pense que c'est des notions très importantes. C'est-à-dire que, il faut qu'on pense en temps long en termes de transformation sociale, de ce que la participation transforme intimement les individus et que ce n'est pas d'un coup de baguette magique. Mais par contre, sur plusieurs années, voire décennies, je suis convaincue que quelque chose peut se passer. D'accord. Alors, là, vous avez signalé des choses qui me semblent très importantes, en particulier pour le plan urbain, que le mécanisme qui a été utilisé a été différent, en partie aussi du Ouais. fait du caractère technique des décisions à prendre. Donc j'ai l'impression que sur l'ensemble du processus, certains mécanismes ont été appliqués, d'autres pas, en fonction des questions à résoudre. Alors, vous avez mentionné dans les questions auparavant la formation d'animateurs. Vous avez aussi la mentionné pour le plus l'association qui va faciliter le travail. Et dans le livre, alors je ne sais pas si c'est exactement la même chose ou pas, vous signalez que Saillant a reçu des financements qui ont permis de financer 3 chargés de mission démocratiques participatifs, justement pour pallier les limites du bénévolat. Alors là, forcément, ça implique aussi des ressources. Alors, est-ce que vous pourriez nous approfondir un peu sur ces questions de l'apport externe, sans tomber justement ou dans l'expertise ou dans l'intellectualisme, et ce qu'ont apporté ces missions que la population ne pouvait pas résoudre seule? Mmh. Bah, écoutez, là, c'est clair que, par exemple, un processus de 2 ans,
avec un tirage au sort de citoyens, les élus, étant eux-mêmes en plus, pour certains tirés au enfin, en tout cas faisant partie, de cette commission-là, c'est un travail énorme, c'est un travail énorme. Donc la Fondation de France, Saillant, l'équipe a pu obtenir, des subventions qui ont permis, d'embaucher effectivement un certain nombre de personnes, qui ont été fondamentales. Et ça aussi, donc on parlait de la question du temps de la citoyenneté, la question de l'argent aussi, pour mettre en place la participation n'est absolument pas négligeable. Puisque de toute façon, nous sommes dans un système où le temps de la citoyenneté est compté. Les élus dans les communes sont des bénévoles presque, parce que c'est pas avec les indemnités d'une petite commune comme Saillant que les gens peuvent vraiment se dégager du temps. Voilà, là on touche aussi à la limite de notre système. Hein. Si vraiment on veut une démocratie, on va dire épanouissante et pleine et entière, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à, à l'articulation du travail et du capital, enfin de toutes ces questions-là qui sont bien au-delà. Hein. Voilà, donc à Saillant, bah oui, ils ont eu la chance de pouvoir, enfin en tout cas, ils se sont battus pour les avoir parce qu'ils se sont rendus compte, les élus se sont rendus compte que, et les citoyens actifs, qu'il y avait des limites, ils ne pouvaient pas aller plus loin alors qu'ils ont travaillé comme des forçats pendant des années. Donc à un moment, bah, effectivement, le travail est reconnu et là, on a besoin de quelqu'un. Et c'est souvent des gens qui coordonnent. Voilà, ce sont des coordinateurs, ce sont des gens qui mettent en musique, euh, qui sont là pour voilà, c'est vraiment comme des, oui, c'est ça, c'est de la coordination. Et ce sont des points extrêmement importants, ça. Et voilà. D'accord. Alors, poursuivre un peu sur la manière dont est gérée la prise de décision, vous intercalez aussi dans le livre des moments de réflexion avec des philosophes ou un doctorant qui fait sa thèse sur Saillant ou des gens comme Loïc Blondiot que nous connaissons ici dans cette formation. Alors avec la philosophe Joëlle Zask, vous affirmez le besoin, entre guillemets, de sortir de la culture du conflit, de cette image selon laquelle la politique doit être virile et consister à sauter à la gorge de son adversaire. Fermez les guillemets. Alors, vous en avez déjà un peu parlé, mais assez rapidement. Alors, vous dites aussi qu'il faut sortir du manque de confiance en soi des femmes et que la question du genre est centrale dans votre analyse. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de cette question d'une culture, du virilisme ou d'une culture plus masculine dans la gestion des conflits et comment ça s'est passé de transiter de cette culture-là vers une autre culture et la place du genre au sein de la gestion de la vie commune. C'est sûr que cette équipe a donc travaillé sur la gouvernance et a du coup renversé la pyramide. La pyramide était d'abord le maire tout en haut et les citoyens tout en bas. La pyramide a été inversée, on a mis les citoyens en haut et puis on a mis éventuellement deux maires. Enfin non, c'est pas éventuellement, on a mis deux maires et puis je les ai vraiment vus travailler ensemble. Ce sont des gens qui s'appelaient 14 millions de fois par jour, tout le temps. Hein. Voilà, c'est vraiment des gens qui ont travaillé ensemble, hommes et femmes d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé ce binôme. Une native du village, 70 ans, Annie, Vincent qui aurait l'âge de son fils, qui est un nouvel arrivant. Je trouvais que tous les deux incarnaient parfaitement pour moi ce que peut-être vous êtes en train de mettre en place avec la parité dans la nouvelle constituante, c'est-à-dire le monde de demain, quoi. Un monde où les politiques représentent vraiment la diversité des citoyens. Ce processus de changement de gouvernance est un processus de déconstruction. Nous sommes en France, et pas qu'en France, marqués par un fonctionnement vertical. La verticalité est dans notre structure philosophique de pensée intime, familiale, psychologique et tout. Donc, évidemment, penser la politique autrement et penser l'horizontalité, c'est un énorme travail de déconstruction. Comme par hasard, dans les réunions, quand ça a commencé à parler comme ça, de déconstruction, de verticalité, des femmes se sont senties beaucoup mieux. Ça s'est fait comme ça s'est fait tout seul. Moi, j'ai beaucoup interviewé des femmes de tous les âges
qui me disaient: «Ben voilà, là j'ai eu envie d'y aller à ces réunions». Parce que, si vous avez déjà assisté à des réunions publiques classiques en politique locale, vous avez le maire, vous avez les habitants assis plus bas et puis vous avez le maire qui dit que c'est une réunion publique et qu'on va échanger, mais en fait non, il monopolise la parole et puis éventuellement, il y a deux trois questions à la marge à la fin. C'est comme ça que se passent les réunions. Donc voilà, évidemment, là d'un coup, on vous dit: «Mais non, venez, il y a quelqu'un là qui arbitre, je suis le médiateur, nous avons un temps de parole réparti, il est important que chacun s'exprime, on va faire attention de ne pas se hurler dessus, et on va» ça change tout, ça change évidemment la donne. Comme évidemment nous n'avons pas, Saillant, c'est surtout, enfin, disons, c'est une population, oui, diversifiée, mais en tout cas, voilà, les femmes se sont senties, mieux, heu et ça renvoie effectivement à la question de la parole, de la prise de parole, qui est un marqueur social, qui est un marqueur de genre et donc dans ces processus proposés, eh bien, on déconstruit, vraiment les grands fondamentaux de la façon dont fonctionnent nos sociétés. Donc évidemment, ça ouvre des portes, ça ouvre des paroles, ça ouvre des espaces. Vous mentionnez aussi une autre question que j'ai trouvée très très intéressante que vous appelez ou qui s'appelle en général le capital d'autochtonie, qui serait défini, je cite, comme l'ensemble des ressources que procure l'appartenance à des réseaux de relations localisés. Alors ça, c'est aussi un des marqueurs importants dans la vie, non seulement du village de Saillant, mais aussi sans doute dans tous les espaces des territoires dans lesquels nos étudiants travaillent. En fait, c'est une référence aux inégalités de compétences politiques et vous signalez avec Mario Bilela, donc qui rédige sa thèse sur de doctorat sur Saillant, que ce capital d'autochtonie, c'est une manière de compenser un certain manque de compétences politiques pour les locaux, donc par rapport peut-être à des gens qui viennent de l'extérieur, où on en a bien parlé dans le cas de Saillant, il y a différentes générations, différents horizons, c'est pas du tout un village enclavé, et que donc c'est souvent une forme de compensation, ce capital d'autochtonie, pour des personnes qui proviendraient peut-être plus des secteurs populaires. Alors pourquoi est-ce que c'est si déterminant dans le processus assaillant, bon, peut-être autant après tout que les questions de genre qu'on vient d'évoquer. Mmh, tout à fait. Hem, Bah oui, c'est fondamental parce que c'est ce qui a probablement, fait que l'équipe n'a pas pu être renouvelée et qu'un clivage a quand même, été marqué dans le village, même si, comme je le disais, 18 voix, c'est vraiment pas beaucoup et que donc en gros, la moitié du village était partante pour renouveler, l'expérience, mais une autre partie, a eu envie de sanctionner et il y avait d'ailleurs, une prise de parole assez claire là-dessus, hein. On n'est pas content, quoi. Et on veut vous le dire. Et donc, il y a eu une histoire de partage de territoire. Il y a des gens qui se sont sentis exclus de leur territoire par cette expérimentation. On n'est plus chez nous. On se sent plus chez nous. Donc, c'est effectivement quelque chose de fondamental. Je ne sais pas comment ça peut se résoudre, mais il faut essayer en tout cas de le prendre en compte parce que euh, l'équipe, quand elle s'est lancée dans cette aventure, je pense qu'elle a tellement été enthousiaste, portée aussi par une certaine population et qu'elle a beaucoup travaillé. Elle a eu beaucoup la tête dans le guidon, comme on dit en France. Elle a vraiment été, tout le temps la tête dedans et elle n'a pas forcément vu et entendu assez tôt, des mécontentements. Donc effectivement, comment tenir à la fois le bout de l'expérimentation sociale et politique et en même temps, ne pas lâcher, certains usages traditionnels? Dans un village comme Saillant, heu, la la, mmh, la proximité avec les élus, hem, la possibilité de leur parler de manière directe était fondamentale. L'équipe, en déconstruisant et en changeant, de gouvernance, a aussi déconstruit la figure du maire. Parce que quand on déconstruit, la verticalité, la figure du maire. Il y a des gens qui ont été profondément heurtés. Le maire, pour eux, c'était aussi la sécurité, mais c'était aussi, celui à qui je pouvais m'adresser pour mon problème personnel.
Et là, d'un coup, bah, ce maire qui n'en est pas un, qui met des chemises à fleurs, qui me dit qu'il est en binôme avec Annie, qui sont deux, ça a troublé effectivement et bousculé beaucoup. Et ça a bousculé des gens qui effectivement n'ont d'autre, et là c'est absolument pas, entendons-nous bien, méprisant de ma part, hein, mais n'ont d'autre capital que le capital, c'est-à-dire de je suis d'autochtonie, je suis de ce village depuis plusieurs générations. Et donc, moi, là, aujourd'hui, dans mon bilan, je dis oui, ça compte. Et ça doit être entendu par les idéalistes, les experts, tous ceux qui vont amener l'expérimentation. Donc, il faut absolument, je pense que dans les groupes qui se lancent dans ces aventures, il faut trouver ceux dans le groupe qui ont le talent de faire le lien, soit parce qu'ils en sont issus, soit parce qu'ils savent parler. Mais voilà, à la fois être capable de déterminer ceux qui vont être dans les grands enjeux, les vues politiques à plus ou moins long terme, et ceux qui vont être dans la quotidienneté et qui vont garder le lien avec la population dans sa quotidienneté. Voilà. Donc là, il y a vraiment 2 bouts à prendre et à garder, il me semble. Et voilà, et ça, à Saillant, ça a été tout profondément marqueur de clivage, et notamment autour de la question du PLU. Le PLU, la réforme du plan local d'urbanisme, touchait à la notion de propriété privée, dans un contexte où maintenant il faut préserver, la loi oblige à préserver les terres et à moins faire d'étalement urbain et de la construction. Donc concrètement, il y a des terrains qui ne sont plus constructibles. Donc il y a des gens qui ont le capital. Leur capital, c'est le fruit de leur travail, c'est leur capital concret, matériel. Et d'un coup, on leur dit mais non, ton truc c'est plus constructible. Et sous couvert de sauver la planète. Et ça a été là, ça a été un point de rupture, hein, clairement. Hein. La liste d'opposition s'est créée au moment de cette question du PLU. Vous voyez? D'accord. Alors, il y a eu une question on a vue en filigrane dans tout l'entretien, qui est la question des émotions. Alors, vous faites référence dans le livre au texte de Loïc Blondiot et Christophe Traiani, La démocratie des émotions, qui montre que les émotions sont au centre de toute interaction humaine et des processus de participation en particulier. Alors, vous avez mentionné la colère, l'enthousiasme, le manque de confiance en soi en parlant de la parole des femmes. Vous avez dit aussi d'éviter les réunions où on évitait de se crier dessus. Alors, comment ça se gère? Est-ce que ça a été un sujet explicite dans le processus qu'a vécu Saillant? Par exemple, tous les processus de médiation, est-ce qu'on disait, bon, voilà, on est là avec nos émotions, apprenez à réguler vos émotions. Est-ce que ça est explicite ou pas? Ou est-ce que ça fait partie du travail des médiateurs? Ou est-ce que ce sont les gens qui ont posé la question? Comment ça s'est géré concrètement, les Mmh. émotions de tout type, les Mmh. avouables et les non avouables? Alors c'était pas, oui, c'est ça. C'était pas effectivement formulé de cette façon-là. Le mot émotion n'était pas. Alors je pense que ça peut être vraiment intéressant dans les outils d'éducation populaire, vu qu'on aborde beaucoup de choses, on peut aussi aborder cette question des émotions. Donc ça n'a pas été nommé de cette façon-là. Mais ce que je sais, c'est que il y avait des contradictions. C'est-à-dire qu'à la fois, on installait un cadre dans lequel on essayait de réguler la parole, mais du coup, en régulant la parole, on régule aussi les émotions. Et il y a des gens pour qui venir prendre la parole, ça va d'abord devenir exprimer sa colère. Et donc, si vous nous mettez un cadre où il faut être policé, il faut avoir bac+12 pour savoir parler, et en plus, je n'ai même pas le droit de venir éclater ma colère, je ne viendrai jamais. Donc là aussi, comment à la fois avancer ensemble sur on a des outils, on va essayer d'apprendre à se parler, et en même temps créer des espaces. Et donc ça a été dit à Saillant. Peut-être que ce qu'il a manqué est que si la liste avait été réélue,
je pense qu'il l'aurait mis en place, des sortes d'agora, où la parole peut s'exprimer d'abord comme elle doit s'exprimer, par qui elle doit s'exprimer. Et être capable d'assumer qu'une certaine partie de la population va devoir venir d'abord parler en criant. Parce que c'est comme ça, parce que l'émotion, elle est là, quoi. Voilà. Et ça aussi, peut-être qu'il serait intéressant, dans les différents dispositifs possibles de la participation, qu'ils puissent avoir ces lieux-là et qu'ils soient assumés par les médiateurs. Parce que ça, c'est quelque chose qui revenait aussi souvent assaillant. Pour certains qui étaient des élus, ils disaient, mais moi, j'ai peur du conflit. J'ai peur du conflit. Donc, à la fois, ne pas en avoir peur, avoir des gens formés pour savoir accueillir la colère et l'émotion des autres, quoi. Parce que c'est une fois qu'on a permis à ces gens de s'exprimer comme cela, on va peut-être pouvoir vraiment créer quelque chose avec eux. Mais si dès le départ on leur dit non, toi, t'es... Ben, en fait, ils s'auto-excluent, en fait. Hein. C'est pas qu'on leur dit, c'est qu'ils s'auto-excluent par le dispositif. D'accord. C'est compliqué, hein. Oui, je vais approfondir un petit peu là-dessus. On va aborder les dernières questions de cet entretien. Justement, bon, ça a l'air d'être un point critique, pas un moment critique, mais un point critique, c'est-à-dire l'espace d'expression et pas simplement l'expression policée, justement, qui devrait être le résultat de ce processus de participation plutôt que le point de départ. Alors, vous avez mentionné certains éléments ou moments critiques de cette expérience, donc qui dure 6 ans, ce qui est la durée d'un mandat municipal en France. Alors, en termes de sujets critiques, donc il y a eu la question de la prise de parole, d'intéresser les gens, ou du moins d'arriver à les intéresser pendant 6 ans, ou disons les 8 ans avec la campagne contre le supermarché. Oui, ça fait 8 ans. Vous Ouais. avez mentionné 2 problèmes fondamentaux qui est l'usage du temps et l'argent pour financer tout ça. Vous avez donc mentionné cet élément de la gestion des émotions et de pouvoir accueillir tous les gens dans leurs différentes formes d'expression. Et en termes de moments critiques, d'après ce que je retiens, vous avez parlé donc du premier moment d'ouverture de la mairie après les élections, pour que les gens sentent que la mairie est leur espace aussi. Vous avez mentionné au bout de 4 ans l'élaboration donc du plan local d'urbanisme, qui justement pose une question très technique, très forte, et qui va être aussi l'un des moments peut-être d'achoppement à partir de l'instant où on touche à la question de la propriété privée. Et vous avez aussi mentionné comme autre moment continu, peut-être critique, le fait que les différentes personnes qui ont géré donc le processus, que ce soit les élus ou les différentes équipes, étaient peut-être tellement la tête dans le guidon, comme vous dites, que voilà, il y a certaines personnes qui ont été exclues, auto-exclues. Alors, effectivement, des moments critiques, il y en a eu. Comment le collectif envisage ces moments-là? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où on s'est dit, ah, là, c'est critique, il faut qu'on change la manière dont on travaille, ou est-ce que finalement, ces moments critiques n'ont pas été tous surmontés, et puis du coup, il y a cette liste qui apparaît, où il y a les 18 voix qui manquent lors des élections de 2020. Si on revient un peu sur tous ces éléments critiques, qu'est-ce que ça a signifié sur le moment? Certains déboussolements, se dire, si, là, il y a un moment critique, mais on ne sait pas comment le résoudre. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ces Mmh. moments-là, que ce soit des Mmh. temps ou des thèmes critiques? Mmh. Oui, le moment critique le plus important, c'est le PLU. Ce dont je me souviens, c'est que il y a eu une grande surprise de cette montée. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de cette réforme du PLU, la mairie s'est dit, on va mettre en place des sortes de cafés citoyens sur des thèmes différents autour des questions d'urbanisme. Premier thème proposé, l'habitat léger, c'est-à-dire les yourtes, la possibilité d'installer des tiny houses, vous savez, ces petites maisons d'habitat léger. Sujet éminemment politique, mais proposé en toute bonne foi Alors, par l'équipe expliquez-nous municipale. Oui, un petit peu l'enjeu politique pour notre public ici. ouais.
Bon, la yourte ou l'habitat léger, ça voulait dire Ouais. concrètement quoi? Que des habitants d'autres endroits pouvaient venir s'installer à Saillant? Qu'est-ce que ça signifiait en termes de l'autre, disons, qui pouvait. Pourquoi est-ce que Ouais, c'est un thème politique? ouais. C'était à la fois parce que des gens du village réclamaient un terrain sur lequel ils auraient pu installer des habitats légers, parce que le prix de l'immobilier est très important en France et que les jeunes générations ont de plus en plus de mal à accéder à la propriété ou ne souhaitent plus accéder à la propriété dans ce cadre-là avec des crédits sur 30 ans. Et donc voilà, certains élus de la mairie, sachant que la législation du PLU autorise, sous certaines conditions extrêmement réglementées, dans certains cas, que la mairie puisse mettre à disposition des terrains pour de l'habitat léger. Ce petit point-là a été choisi par l'équipe pour être mis en débat dès la première réunion du PLU. Et là, si vous voulez, on touche à quelque chose qui s'est passé d'une déconnexion, c'est-à-dire de vrais idéaux d'aborder une question très importante, fondamentale de habiter demain et comment habiter demain ensemble, et en même temps toucher à un truc autant fondamental qui est la propriété privée. Et là, il y a eu effectivement un choc, c'est-à-dire qu'il y a une centaine de personnes qui se sont pressées à cette réunion, avec une écrasante majorité de gens très contre l'habitat léger, et en disant, voilà, ça y est, vous avez vu, cette mairie, elle va nous faire venir donc des jeunes, alors effectivement, des nouvelles populations. Donc là, tout de suite, c'est parti dans des stéréotypes, des inquiétudes. L'habitat léger, c'est aussi la non-sédentarité, donc c'est aussi le nomade, donc c'est toutes ces peurs ancestrales. Bon, et là, du coup, ça a été un choc pour ceux qui l'avaient initié en toute bonne foi, en se disant là, c'est un vrai. Donc là, il y a eu une erreur d'appréciation, je pense, de là où ils sont, là où on est. C'est pour ça que je dis dans une de mes conclusions que j'ai pas pu mettre dans mon livre que dans tout groupe humain, dans ces expérimentations-là, il faut aussi veiller, notamment pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui amènent les nouvelles expérimentations, il faut un temps d'analyse de où je suis. Il faut prendre le temps, on n'arrive pas en terrain inconnu comme ça. Il faut prendre le temps de regarder où est-ce que j'arrive et de chercher à comprendre les us, les coutumes, faire preuve d'empathie et avoir des outils historiques, sociologiques. Voilà. Il faut faire cet effort-là quand on a la chance d'avoir le capital culturel et qu'on va s'installer dans des territoires où on a envie en plus de mettre en pratique des idéaux politiques. Voilà, parce que sinon, alors là, vraiment, on se prend des, voilà, on crée des clivages et on renforce des clivages. Vous voyez? Très bien. Non, non, ça c'est, je pense que c'est une question fondamentale, oui, qui est présente dans toute expérience participative. Bon, là, dans ce cas, dans le cas que vous mentionnez, c'est effectivement le droit à la propriété, ou c'est effectivement ces peurs un peu ancestrales de l'arrivée des autres sur un territoire. Et donc, je pense que oui, c'est une question très très importante à aborder. Et si je peux rajouter une chose, parce que souvent, quand dans cette histoire de la propriété, on va renvoyer du coup à ceux qui défendent cette propriété d'être en fait des réactionnaires intolérants. Et là, c'est terminé, la discussion, elle n'existe plus. On peut plus se parler. Or, il faut aller plus loin. Pourquoi cette personne qui est maçon de père en fils sur 3 générations et qui a accumulé de la richesse simplement par son travail et souhaite transmettre à ses enfants sa maison ou son terrain sur lequel ses enfants vont pouvoir faire construire leur maison, je ne peux pas les mépriser parce qu'ils me revendiquent la propriété privée, parce que moi, j'ai des idéaux environnementaux et que j'ai des grands idéaux de ce que doit être le PLU de demain. Je ne peux pas me contenter de ça. Sinon, on va continuer à être dans des tribus où on va pas pouvoir se parler, quoi.
Voyez? Donc ça, je suis vraiment, mais je fais l'avocat du diable, hein, parce que des gens, j'en connais qui m'agacent très profondément sur cette question de propriété privée, bien entendu. Mais j'essaye de trouver, et c'est ça mon bouquin, moi, l'enjeu c'était ça. Mais à quel endroit on va essayer de se comprendre les uns les autres? Sinon, on n'y arrivera pas, quoi. Et là, on touche à des grands, et je vois bien je schématise, hein, mais je vois, j'ai bien vu le jeune urbain diplômé qui a voyagé, qui vient faire le choix de s'installer dans une petite communauté, qui sait que là, en local, il va pouvoir agir et mettre en pratique des idéaux qu'il a appris et qu'il a expérimenté, enfin, qu'il a nourri, et qui va se heurter par une certaine arrogance à une réalité qui n'est pas la sienne. Et là, il faut que chacun fasse son chemin. Et c'est là que la participation peut être intéressante, parce que si à un moment à l'agora, celui qui a la propriété privée a pu venir hurler sa colère, mais qu'après on peut se retrouver autour d'une table parce que l'autre l'a entendu, on va pouvoir commencer à construire. Et là, il peut y avoir un processus de transformation. Mais voilà, c'est extrêmement, ça demande de part et d'autre, si je puis dire, de faire un pas, vraiment. Très bien. Alors, on va aborder notre dernière question qui résonne aussi très fortement ici sur l'hypermédiatisation du processus. Alors, bon, ici, c'est dans le cadre de la convention. Donc, bon, c'est un processus national, c'est une autre dimension, mais effectivement, c'est un processus non seulement hyper médiatisé, mais aussi politisé dans le sens où il y a certaines choses que l'on montre, que l'on ne montre pas. On peut accentuer certains scandales, on peut insister sur l'impératif de réussir. Bah oui, puisque vous êtes une expérience de participation, il faut que ça marche. Il y a aussi tous les éléments sur lesquels on peut insister, sur lesquels les médias insistent, que vous avez signalés, comme par exemple ce qu'on appelle la bureaucratie participative. Alors, de votre point de vue, puisque c'est un petit village, mais l'expérience a été hyper médiatisée, et de fait, vous avez aussi participé d'une certaine manière à la médiatisation avec vos rapports et le livre, puisque vous avez fait aussi, il y a eu d'autres manières de rendre compte de ce processus. Alors, quels sont les problèmes qu'a posé l'hypermédiatisation du processus dans le cas de Saillant, à une époque où bah, tout le monde cherche aussi un peu l'expérience réussie. Donc, quels ont été les avantages, les inconvénients a posteriori, je pense que c'est peut-être plus facile de vous poser cette question maintenant que bah, au moment, je ne sais pas, en 2014 ou en 2020. Mmh. C'est sûr que l'hypermédiatisation, dès le départ, en tout cas l'intérêt des médias pour Saillant, hem, c'était normal. Les journalistes sont des citoyens comme les autres, et nous étions dans une période où, le Front national, l'extrême droite en France avait encore fait des scores importants, et donc le focus, sur des endroits d'expérimentation, a été naturel. Et cette médiatisation, au départ, était effectivement de toute façon plutôt en plus bienveillante. Donc évidemment, ça a eu un effet positif pour l'équipe, et pour les citoyens qui s'engageaient, puisque ça les a aussi, stimulés, portés. Mais ça les a aussi probablement un petit peu piégés, parce que ça a peut-être justement déformé, une certaine forme de la réalité du terrain. C'est-à-dire que les médias venaient leur amener un miroir, «Regardez comme c'est bien ce que vous faites», et puis on le partage avec, le pays. Et puis sur le terrain, ben, on n'a pas le temps de regarder comment ça réagit au café du coin, et cetera. Donc ça c'est un énorme, danger, pour une petite communauté. C'est que, voilà, ce miroir déformant, hein, de voilà. Et puis alors en plus, ensuite, je dirais que, et bien, quand vous êtes, dans une expérimentation, bah, quand même, on aimerait bien que vous réussissiez, hein. Donc il y a une sorte d'injonction à la réussite, donc il y a une énorme pression pour ceux qui portent le projet, et puis vous êtes aussi, et bah, du coup, très attendus. Et donc le moindre faux pas, la moindre erreur ou est regardée, voilà. Donc tout ça, c'est trop. Moi, je pense que c'est beaucoup pour une petite communauté, et c'est dangereux pour une expérimentation. En même temps, que faire? On a tous, besoin, de
de s'influencer les uns les autres, de connaître, donc c'est aussi grâce à la médiatisation que Saillant a pu bénéficier d'apports importants, d'apports théoriques, de visites, d'intellectuels, de chercheurs. Il y a eu des débats, il y a eu des festivals, il y a eu donc ça a donné quand même une dynamique profondément importante dans le village et qui reste aujourd'hui, hein, parce qu'il y a une nouvelle équipe plus classique, mais la dynamique, elle est restée bien au-delà du coup de la municipalité. Donc tout ça est à double tranchant. Ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui se sentent pas naturellement au départ acceptés ou accueillis dans ce processus, ça les a encore plus éloignés de la participation parce que en plus, mais c'est quoi cette histoire de village modèle? C'est pas du tout ça Saillant. Voyez, donc c'est compliqué. Très bien. Et pour finir, y a-t-il quand même des citoyens qui auraient intérêt à relancer une équipe municipale lors des prochaines élections, puisqu'il y avait l'intérêt de le faire donc en 2020, et finalement ça s'est joué à 18 voix. Vous dites aussi que certaines initiatives sont restées en termes de participation, même si l'équipe a changé. Est-ce que vous pensez qu'il y a éventuellement de l'avenir lors des prochaines élections municipales? Oui. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que pour l'équipe actuelle, donc celle qui a remporté les élections, la campagne a été très rude, assez violente, bien entendu, hein, vu le niveau aussi, finalement, de la discussion et du débat. Parce que les choses ont été exigeantes et donc le débat a été exigeant aussi, hein. Ceux qui sont venus râler sur le PLU se sont aussi positionnés et ont dû aussi réfléchir à cette histoire de propriété privée et d'intérêt collectif. Donc, passer cette campagne rude, mais intelligente malgré tout, même s'il y a eu des coups bas, je trouve quand même qu'il y a eu un débat d'une certaine qualité. Aujourd'hui, les choses se sont apaisées et pour moi, c'est comme un retour de balancier, mais qui est pas négatif. Parce qu'on n'est pas, voilà, on ne parle pas de populisme et de, vous voyez, on n'est pas dans des retours de balancier douloureux. Là, c'est plutôt, je dirais, un repartage de territoire, quoi. Une réappropriation pour certains de l'espace public qui s'était senti. Donc, pourquoi pas, vu qu'on reste quand même dans un mode de démocratie, tout va bien, on n'est pas, personne n'est en danger, d'accord. Donc voilà, ça je tenais à le dire parce que je pense que cet apaisement-là continue à être fécond pour tout le monde, pour ceux qui ont expérimenté et pour ceux qui se sont vengés, entre guillemets. Parce que quand ils communiquent dans la presse, là, ils commencent à dire des choses où ils reconnaissent le travail qui a été fait par les anciens, par l'ancienne liste, etc. Donc, je mesure des petites choses qui arrivent comme ça. Et puis, pour ce qui est de la suite, ce que je peux dire, c'est que une partie des citoyens de l'ancienne équipe et citoyens, ont créé une coopérative citoyenne. C'est une nouvelle association et se réunissent à nouveau depuis quelques mois et continuent à faire vivre ce travail d'éducation populaire en proposant des débats. Donc là, il y a un documentaire qui a été projeté sur le droit des paysans, la paysannerie, l'agriculture. Et voilà. Et leur intention est de continuer comme ça à se réunir, à travailler, à réfléchir ensemble. Donc, de ne pas perdre ce lien-là. Donc, il est tout à fait possible que ces choses-là puissent ensuite aboutir à quelque chose de nouveau dans 5 ans maintenant. Parfait. Bien, merci beaucoup, Maud Dugrand, pour cet entretien très, très fécond qui nous donne beaucoup de pistes sur lesquelles réfléchir en termes de la diversité des initiatives, des moments critiques et de comment les surmonter. Merci beaucoup. Merci à vous.